Allô, vous m'entendez? Oui. Parfait. Bonjour à tous et merci d'être là avec nous pour la session sur la fiscalité franco-américaine depuis les États-Unis. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Olivier Sureau. Olivier Sureau, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un des membres fondateurs de Jade Fiducial, une société de comptabilité et de fiscalité qui offre ses services aux entreprises et particuliers français qui sont basés aux États-Unis, au Brésil, en Argentine et depuis la France. Olivier, lui, est expert comptable diplômé. Il est également Certified Public Accountant ici aux États-Unis. En 2003, il a fondé Jade Associates. En 2015, Jade Associates continue son expansion et rejoint le groupe Fiducial. Aujourd'hui, on a la chance de l'avoir avec nous pour cette session fiscalité. Olivier, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Adrien. Merci, Annabelle. Alors, je vais mettre l'écran. Je vais partager l'écran. Voilà, je vais vous mettre ça en diapo. Et voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, on va parler de la fiscalité franco-américaine, comme l'a évoqué notre ami Adrien. On a parlé tout à l'heure de la succession. On a fait une petite atelier avec Valérie et Guillaume, qui sont avocats, Valérie avocate ici aux États-Unis et Guillaume notaire. On a parlé de la fiscalité des successions et des donations franco-américaines. Là, moi, je vais vous évoquer essentiellement maintenant la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Comment je suis taxé quand j'ai des revenus des deux côtés, à la fois aux États-Unis et en France. Comment je suis taxé en France et aux États-Unis en fonction de ma situation où je me positionne. Donc, je vais parler un petit peu pendant 40-45 minutes et après, on fera un échange questions-réponses pendant 15-20 minutes et je sais qu'Adrien va modérer tout ça et prendra aussi les questions qu'on a. Donc, dans l'hypothèse actuelle, on va parler d'une famille qui habite à Miami, en Floride. On va faire abstraction de la fiscalité de l'État. On va parler que de la fiscalité fédérale. Ça tombe bien, en Floride, on n'a pas d'impôt d'État. Donc, on va parler d'une famille qui est, on va essayer de parler sous forme d'exemple toujours, qui a une maison en France, une autre à Miami et des actions et des comptes en banque des deux côtés, en France et aux États-Unis. Idem pour l'assurance vie. Donc, on va évoquer tout ça. On va essayer un petit peu d'évoquer le cheminement depuis l'arrivée aux États-Unis jusqu'au départ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches? Comment on est fiscalisé? Et quels sont les grands principes de la fiscalité franco-américaine? Donc, la première étape, ça va être l'arrivée de Martin et Chantal aux États-Unis. La première question qu'on se pose souvent, c'est qu'est-ce qu'il faut faire là, quand on arrive en cours d'année? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas? La réponse est bien évidemment oui quand on arrive en cours d'année, qu'on a des revenus en fonction de la situation à laquelle on se positionne, c'est-à-dire si on est résident fiscaux américain ou pas, il va falloir faire une déclaration fiscale, même la première année, même si j'arrive en cours d'année. Donc, on va avoir deux cas de figure. D'abord, c'est le cas de figure, il va falloir définir la résidence fiscale. Très importante. Tout à l'heure, j'ai parlé de la notion de domicile fiscal dans le cas des successions-donations en soulignant bien qu'il y avait une grosse divergence avec le critère de résidence fiscale pour l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Aux États-Unis, le critère d'impôt sur le revenu, il est très simple. On va regarder deux cas de figure. Premier cas de figure, on va regarder votre situation, entre guillemets, d'immigration. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes titulaire d'un passeport américain ou d'une carte verte? Si vous avez soit un passeport américain, soit une carte verte, sachant que pour la carte verte, il y a quand même des exceptions, on va en parler après, vous serez considéré automatiquement résident fiscaux américain, peu importe le nombre de jours que vous passez aux États-Unis. C'est-à-dire que quand on a un passeport américain, c'est dans la Constitution aux États-Unis, c'est dans la loi fiscale américaine, peu importe où j'habite, même si je passe aucun jour sur le sol américain, je suis redevable de mes impôts sur mes revenus mondiaux aux États-Unis parce que j'ai un passeport américain.
Je le dis souvent dans mes conférences, il n'y a que deux pays dans le monde qui ont ce principe fiscal. Il y a les États-Unis d'un côté et l'Érythrée de l'autre. C'est que deux pays. Aucun pays ne pratique cette règle de la fiscalité basée sur le passeport. La France ne le pratique pas. On a un passeport français aujourd'hui. On n'habite plus en France. À part d'avoir des revenus spécifiques, on en parlera tout à l'heure, situés en France, je ne suis pas redevable de mes impôts sur mes revenus mondiaux parce que j'ai passeport français. Là, passeport américain, je suis, entre guillemets, à vie, fiscalisé et redevable de mes impôts aux États-Unis, peu importe où je suis. Deuxième cas de figure, c'est un critère purement et simplement de présence physique. Peu importe sa situation d'immigration, alors on fait abstraction d'un typologie de visa qui sont les visas F1 ou G1 qui vous considèrent automatiquement non résidents fiscaux, mais avec un résident, avec un visa classique de type E par exemple, L ou H, on va regarder uniquement la présence physique, même si on est touriste par exemple. Attention, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre la difficulté de la présence physique. Et c'est pas si fastidieux que cela parce que contrairement à certains pays, comme par exemple la France, où on regarde le nombre de jours qu'on a passé au cours de l'année considérée pour voir si ou pas on a un critère de présence de résidence fiscale. Là, on va regarder les 3 dernières années. Et c'est un calcul un peu mathématique, c'est-à-dire que on va regarder le nombre de jours que j'ai passé au cours de l'année 2022. On va y rajouter un tiers du nombre de jours que j'ai passé au cours de l'année 2021, plus 1/6 du nombre de jours que j'ai passé au cours de l'année 2020. Si la somme de ces 3 chiffres sont supérieurs ou égales à 183 jours, je suis résident fiscal américain. Même si je dépasse pas 183 jours au cours de l'année, dès lors que, avec ce calcul, je dépasse 183 jours, je suis résident fiscal. Donc, quelqu'un qui vient passer en moyenne un peu plus de 4 mois par an aux États-Unis, sans savoir, en fait, au bout de 3 ans, il sera résident fiscal américain puisqu'en fait, il dépassera 183 jours. Un des exemples flagrants qu'on a souvent et qu'on donne souvent en exemple, puisque là, on dit qu'on est situé à Miami, c'est ce qu'on appelle en Floride, par exemple, les snowbirds. Alors, vous savez, les snowbirds, ce sont des gens qui viennent du Canada, les Canadiens qui viennent se réfugier, entre guillemets, l'hiver en Floride, parce qu'il fait bon l'hiver, et comme l'hiver est très long au Canada, en règle générale, ils passent plus de 5 mois par an ici. Ces gens-là, sans savoir, au bout de 3 ans, ils sont résidents fiscaux américains. Et ça, bien évidemment, on a maintenant des fichiers d'immigration qui sont croisés avec les fichiers fiscaux, donc faites attention à cela. Ne pensez pas que c'est une déclaration subjective. Si les nombres de jours est traçable maintenant et les fichiers sont assez facilement échangés. Donc attention à ce premier critère de résidence fiscale. Une fois que j'ai calculé savoir si je suis résident fiscal ou pas, on va avoir 2 cas de figure. Premier cas de figure, Martin et Chantal, ils sont arrivés en cours d'année, donc au mois de juin, et ils sont citoyens américains en carte verte. Donc, comme je viens de vous l'évoquer, peu importe, leur statut fiscal ne change pas, puisque avant même s'ils habitaient en France, ils étaient quand même considérés comme étant résidents fiscaux américains. Donc, du 1er janvier à la date d'installation, ils ont toujours été résidents fiscaux américains, sauf qu'ils étaient également résidents fiscaux français. Donc, on parlera tout à l'heure des conventions fiscales qui nous permettent d'éviter l'imposition. Et de leur date d'installation, donc au mois de juin jusqu'au 31 décembre, ils seront uniquement résidents fiscaux américains. Mais du 1er janvier au 31 décembre, leur situation vis-à-vis de l'administration américaine ne changera pas parce qu'ils seront toujours résidents fiscaux américains puisqu'ils ont le passeport américain. Deuxième cas de figure, et ça on en parlera tout à l'heure, c'est Martin Chantal, ils ont une carte verte, mais ils avaient demandé le bénéfice de la convention fiscale. Et donc, à ce titre, ils étaient considérés comme étant non résidents fiscaux aux États-Unis. Donc là, on va avoir le même traitement qui s'applique que quelqu'un qui arrive avec un visa de travail, qui est donc notre deuxième cas de figure. Martin et Chantal ont obtenu un visa, par exemple un visa L1. Ils sont arrivés au mois de juin aux États-Unis. À partir du moment où au 31 décembre, ils auront dépassé 183 jours de présence. Alors, encore une fois, avec le règle que je vous évoquais tout à l'heure, on rajoute les jours de l'année dernière et de l'année d'avant. S'ils sont résidents fiscaux au 31 décembre, alors ils seront considérés rétroactivement résidents fiscaux à compter de leur date d'installation, donc au mois de juin. Donc, du mois de juin au mois de décembre, Martin et Chantal seront résidents fiscaux américains. En revanche, du 1er janvier au mois de juin, ils seront non résidents. Et vis-à-vis de la fiscalité française, ce sera l'inverse. Du 1er janvier à la date de départ de la France, au mois de juin, ils seront résidents fiscaux français. Et à compter de leur date de départ de la France, du mois de juin jusqu'au 31 décembre, ils seront non résidents fiscaux français. Et on en parlera tout à l'heure quel est l'impact de tout cela par rapport à la fiscalité en elle-même. Maintenant, deuxième cas de figure, si au 31 décembre, en faisant le calcul qu'on a évoqué tout à l'heure, on a fait moins de 183 jours. Donc, par défaut, je serai non résident fiscal aux États-Unis, même si je me suis installé, parce qu'encore une fois, la définition de résidence fiscale d'un point de vue fédéral, c'est une définition de présence physique, contrairement par exemple au droit fiscal français où c'est l'intention de venir s'installer, comme le font certains États, par exemple, comme la Californie, à partir du moment où on s'y installe, on devient résident fiscal. Les États-Unis, il faut dépasser 183 jours de présence physique pour être résident fiscaux
américain. Donc, comme je ne dépasse pas au 31 décembre, je suis non-résident et donc redevable uniquement de mes impôts sur mes revenus de source américaine. Mais pour certaines raisons, je peux vouloir me dire, moi, je veux bénéficier, être résident fiscal américain depuis la date où je suis arrivé. Je suis arrivé au mois de septembre. Je veux être considéré comme étant résident fiscal américain depuis septembre parce que vis-à-vis de la fiscalité française, notamment par exemple dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, j'ai besoin de montrer que je ne suis plus résident fiscal américain. Et donc, si je montre que je suis encore non résident, je ne pourrais pas démontrer au fiscal français que je ne suis plus résident fiscal français. Donc, je vais demander sur option d'être considéré comme étant résident fiscal américain rétroactivement depuis ma date d'installation. Alors, pour cela, il faut respecter deux critères. Premier critère, c'est avoir passé au moins 2/3 de son temps sur le sol américain depuis qu'on s'est installé, donc entre septembre et décembre, et avoir passé au moins 31 jours consécutifs pour pouvoir être considéré comme étant résident fisco-américain depuis sa date d'installation. Donc, du mois de septembre au mois de décembre, je serai résident fiscal américain et donc un redevable de mes impôts sur mes revenus mondiaux pendant cette date-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je rentre en France? Je décide de rentrer en France. Donc là aussi, on va distinguer plusieurs catégories, puisque bien évidemment, il va falloir faire une déclaration fiscale, puisque je quitte le territoire américain. Premier cas de figure, comme on vient d'évoquer, de par mon critère d'immigration, entre guillemets, je suis citoyen américain, ou j'ai une carte verte, et je n'ai pas fait le bénéfice de la convention fiscale. Par cette implication-là, comme je l'ai dit, principe de saving clause, un citoyen américain est toujours foyer fiscal américain, donc ça ne va rien changer. Que je parte des États-Unis pour aller vivre en France, je serai toujours considéré comme étant résident fiscal américain du 1er janvier au 31 décembre. En revanche, vis-à-vis de la France, bien évidemment, je ne serai considéré comme étant résident fiscal français qu'à compter de ma date d'installation en France. Du 1er janvier à ma date d'installation, je serai toujours non résident. Deuxième cas de figure, Martin et Chantal, bien évidemment, là, ils vont demander à bénéficier de la convention fiscale. Alors là, vous allez me dire, mais c'est quoi cette exception quand j'ai une carte verte? Là, c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à méconnaître. C'est quand on a une carte verte, souvent les gens disent, oui, mais je suis bloqué, je suis loqué, entre guillemets, dès que j'ai une carte verte, c'est fini, je vais devoir imposer mes revenus mondiaux, peu importe, si je quitte les États-Unis, je vais devoir imposer mes revenus mondiaux. C'est faux. Parce que là, il y a un critère qui est très important quand on a une carte verte, c'est depuis combien de temps on a cette carte verte. Aux États-Unis, il y a une notion qui existe qui s'appelle la notion de long-term resident. Un long-term resident, c'est une personne soit qui a un passeport américain ou soit qui est titulaire d'une carte verte depuis plus de 8 ans. Dès lors que cette personne a une carte verte depuis plus de 8 ans, même si demain elle part vivre à l'étranger, elle sera toujours considérée comme étant résident fiscal américain. Il sera toujours considéré cette personne comme étant résident fiscal américain. Sauf que quand j'ai moins de 8 ans de carte verte, je ne suis toujours pas long-term résident. Et comme vous le savez, il y a des conventions fiscales qui ont été conclues entre la France et les États-Unis, on en parlera tout à l'heure, et la convention fiscale de non-double imposition précise qu'on ne peut pas avoir de résidence fiscale. Donc demain, vous arrivez en France avec une carte verte que vous avez obtenue il y a 3 ans, et cette carte verte, en fait, vous avez, comment dirais-je, vous la gardez, et vous vous dites, ok, je suis résident fiscal américain, parce que j'ai une carte verte, comme j'ai évoqué tout à l'heure, mais je suis résident fiscal français également. Sauf qu'à la convention fiscale, il y a la chose suivante. À moins d'avoir le passeport américain, on ne peut pas avoir de résidence fiscale. Donc, ce qui va définir le critère de résidence fiscale, c'est où est le centre d'intérêt de la personne, le centre de son foyer d'habitation, sa famille, ses intérêts vitaux. Et si c'est en France, la convention dit, même si j'ai une carte verte, je peux demander, avec la règle qu'on appelle aux États-Unis du tiebreaker rule, à faire une déclaration de non-résidence aux États-Unis, et ce, quand même si j'ai une carte verte. Cela dit, j'insiste bien, on ne peut bénéficier de cet avantage que lorsqu'on a une carte verte depuis moins de 8 ans. Donc, je vais pouvoir faire une déclaration de non-résident aux États-Unis, une déclaration de résident en France. Aux États-Unis, je vais invoquer la convention fiscale. En revanche, comme j'ai une carte verte, j'aurai toujours l'obligation de déclarer, comme tout Américain, mes comptes en banque que j'ai à l'étranger et mes actifs financiers également. Donc ça, ce sera toujours obligatoire, mais ça me permettra d'être non-résident et d'être redevable de mes impôts aux États-Unis. Et en plus, le nombre d'années que je passe en tant que non-résident ne rentrera pas dans le calcul de 8 ans. C'est-à-dire que je pars au bout de 3 ans de carte verte, vivre 3 ans en France. Quand je reviens vivre aux États-Unis, pour la règle des 8 ans, ça fera toujours 3 ans. Parce que la règle des 8 ans, elle dit c'est 8 ans au cours des 15 dernières années. Et vous verrez, je vous reparlerai après pourquoi elle est très importante, cette règle des 8 ans. Ce sera notamment dans le cadre de l'exit tax. Donc, bien important de comprendre. Donc, si je bénéficie de cette règle du tiebreaker en tant que carte verte, je vais pouvoir être non-résident et donc ce sera comme un visa où je ferai une déclaration fiscale du 1er janvier aux États-Unis de résident du 1er janvier à une date de départ
et de non-résident de ma date de départ à la fin de l'année en invoquant la convention fiscale. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, tout ça, c'est bien beau, mais je ne veux pas garder ma carte verte. Je ne veux pas garder mon passeport américain. Je veux rendre tout ça. Donc là, attention, je viens de vous évoquer que si j'ai une carte verte depuis moins de 8 ans, j'ai aucun problème. Si je rends une carte verte que j'ai plus de moins de 8 ans, je ne suis pas considéré comme long-term resident. Ce sera la même règle que pour les visas, on va en parler après. C'est une procédure très simple. Je quitte, j'ai plus rien à voir avec le fisc américain. C'est fini, ça s'arrête. Et j'ai pas de problématique. Je rends juste ma carte verte, il n'y a pas de conséquences fiscales particulières. En revanche, si je décide de rendre ma carte verte et que cette carte verte, je l'ai depuis plus de 8 ans, je vais être considéré comme étant un long-term resident. Ou je décide d'abandonner ma citoyenneté, là, on vous laisse pas partir comme ça aux États-Unis. Il y a une notion qui s'appelle la notion d'expatriate. Alors, un expatriate, c'est si Martin et Chantal, par exemple, ont obtenu leur carte verte il y a 10 ans, par exemple, en 2012, ils la rendent en 2022, ça fait 10 ans, ils vont être considérés comme étant expatriates. Ça, c'est un premier critère qu'on regarde. Donc, Martin et Chantal, ils sont expatriates. Deuxième chose qu'on va regarder, est-ce que Martin et Chantal sont covered expatriates? Et un covered expatriate, c'est une personne qui rend donc sa carte verte qu'il a depuis plus de 8 ans ou qui rend son passeport américain et qui remplit un des 3 critères suivants. Premier critère, l'impôt moyen des 5 dernières années dépasse 178 000 $. Donc, c'est 178 000 $ d'impôts en moyenne par an au cours des 5 dernières années. C'est quand même assez conséquent. Donc, c'est payer en moyenne un impôt de 178 000 $ par an au cours des 5 dernières années. Si je remplis pas ce critère-là, on va regarder le deuxième critère. Est-ce que mon actif net, ce qu'on appelle la net worth, dépasse 2 millions de dollars au moment où je m'expatrie, je rends ma carte verte ou mon passeport? Et quand on regarde les règles des 2 millions de dollars, on va y prendre le patrimoine mondial, immobilier, donc j'ai une maison en France et aux États-Unis, mobilier, j'ai des actions en France et aux États-Unis, les retraites, parce que c'est du patrimoine financier. On va regarder les retraites, quelle est la valeur de mes retraites. Et donc, du coup, souvent, on se dit, bon, je suis loin des 2 millions de dollars, mais quand on rapproche petit bout à bout, surtout quand on a beaucoup cotisé, par exemple, dans un 401k aux États-Unis, qui est très important, et ben, on peut se retrouver à dépasser ces 2 millions de dollars. Alors, il faut savoir que les 2 millions de dollars par personne, donc un couple, ça ferait 4 millions, un couple qui est dans un régime de droit commun. Donc ça, c'est le deuxième critère. Si je remplis pas ce deuxième critère, le troisième critère, qui est un peu plus subtil, je sais pas si on pourrait définir comme ça, c'est ne pas être à jour de ses obligations fiscales au cours des 5 dernières années. Parce que vous pourriez me dire, moi, j'ai pas aucun des critères, c'est bon, dans ce cas-là, je rends ma carte verte, même si ça fait plus de 8 ans, et je suis tranquille. Imaginez que vous avez une assurance vie, on parlera après de la problématique d'assurance vie, une assurance vie française, que vous n'avez jamais déclarée aux États-Unis. Là, ça veut dire que vous avez déposé des déclarations fiscales inexactes ou incomplètes. Et donc, ça veut dire que potentiellement, si demain, même si vous avez un patrimoine qui est inférieur à 2 millions de dollars, vous avez 300 000 $ de patrimoine, mais que dans ces 300 000, vous avez 200 000 $ d'assurance vie que vous n'avez jamais déclaré au fisc américain, on va vous dire, vous n'êtes pas à jour des obligations fiscales, donc vous êtes covered expatriate. Donc, covered expatriate, on va voir après quelle est la conséquence de tout cela. Alors, il y a des exonérations qui existent, des exemptions, notamment, on en a beaucoup entendu parler en France avec les problématiques, vous savez, de américains accidentels. Donc, le fisc américain était un peu souple en disant, bon, certaines personnes qui ont obtenu leur passeport à la naissance ou qui sont expatriés très jeunes seront jamais considérées comme covered expatriate, donc ils sont tranquilles, ils peuvent rendre leur passeport ou leur passeport américain, bon, à condition d'être à jour des obligations fiscales, mais ils peuvent rendre et être exonérés de cette notion-là. Mais faisant abstraction de cela, je suis covered expatriate. Vous allez me dire, ça veut dire quoi? Parce que c'est bien beau de dire, je remplis ces critères, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le fisc américain vous dit la chose suivante. Pas de problème, rendez votre passeport, votre carte verte, vous avez plus de 8 ans. Vous dépassez les critères de 2 millions de dollars. Donc, pour nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez la rendre, mais il faut en payer le prix. Donc, il faut payer ce qu'on appelle, comme on appelle en France, une exit tax. Ils appellent ça ici une expatriation tax. Alors, c'est quoi une expatriation tax? C'est comme en France, avec la notion d'exit tax. Je fige mon patrimoine, avec la notion d'exit tax ancienne génération, pas la nouvelle, je fige mon patrimoine et je calcule mes plus-values latentes au moment où je rends mon passeport et ma carte verte. Même si c'est du latent, du fictif, c'est-à-dire que j'ai pas vendu, j'ai des actions au moment de partir qui valent 2 millions que j'ai acheté 1 million de dollars, j'ai 1 million de dollars potentiellement de plus-value. Et donc le fisc américain va me dire, c'est comme si vous liquidiez ces actions. Donc, il faut payer un impôt sur la plus-value, comme une déclaration normale américaine si vous vendiez vos actions. Donc, la règle, c'est entre 15 et 23,8%. Sachant que, sur les plus-values, le fisc américain nous donne un abattement de 767 000 $. Donc, demain, je réalise 1 million de dollars, je serai imposable à l'exit tax sur le différentiel entre 1 million et 767 000 $. En revanche, ce qui est un peu plus punitif, c'est que si j'ai accumulé des retraites
au moment où je quitte, où je rends mon passeport américain ou cette carte verte, le fisc américain dit, vous devez payer un impôt tout de suite sur les retraites que vous avez accumulées. 401k IRA. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, pour eux, le problématique, c'est quand vous partez, ils auront moins de leverage et puis ils pourront pas venir vous chercher sur cet argent forcément, même s'il y a quand même normalement des retenues à source qui s'appliquent. Mais ils disent, vous devez en payer le prix. Ou alors, vous devez nous donner des garanties suffisantes pour continuer à ne pas payer l'impôt maintenant, mais il faut remplir des formulaires spécifiques auprès des organismes de retraite. Mais du coup, il y aura des contraintes. Mais en tout cas, en revanche, imaginez, on va vous dire, payez un impôt sur l'exit tax, sur les plus-values latentes, payez un impôt sur retraite que vous avez accumulé, ou même des stock options, ça peut être des stock options, ça peut être n'importe quoi qui sont accumulés en termes de revenus différés. Et il faut payer maintenant, après on vous laisse tranquille. Vous allez me dire, ok, ça fait quand même lourd. Mais bon, admettons, vous pourriez dire, écoutez, je fais mon formulaire d'expatriation tax, c'est 8854, et on n'en parle plus. Il y a un autre handicap, et pour moi qui est le plus punitif, et j'en ai parlé tout à l'heure au cours de la conférence des successions, c'est que on va vous dire, ok, vous avez abandonné votre carte verte, vous avez payé votre exit tax, mais en revanche, si vos enfants, eux, parce qu'ils vont vous dire, vos enfants, mais c'est bien beau, toi tu veux rentrer, vous voulez rentrer tous les deux en France, moi ma vie elle est ici, j'ai mon passeport américain, je reste ici. Il y a une règle qui dit que un Américain qui perçoit une donation, une succession d'un cover d'expatrié, donc une personne qui a rendu ce fameux passeport américain à carte verte qui était au-delà de ses critères, est redevable de payer un impôt sur chaque montant que lui donnera ce cover d'expatriate à vie. Et cet impôt est à la charge du bénéficiaire, donc de vos enfants. Donc en gros, vous punissez vos enfants en rendant votre passeport américain, votre carte verte. Donc faire très attention, j'attire toujours l'attention sur ce point-là, parce que souvent, on pense à se dire, bon, moi je paie mon exit tax, c'est pas grave, mais et après j'aurais plus rien à avoir à faire. Oui, sauf que si un jour vous voulez faire des donations à vos enfants qui eux restent américains, ils vont en payer le prix. Donc très attention à cette règle-là. Il y a des façons peut-être d'anticiper. Vous pouvez toujours rendre votre passeport, mais peut-être qu'il faudrait faire des donations avant de le rendre à vos enfants, mais de faire des choses différemment, mais pas le faire précipitamment. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, maintenant, j'avais une carte verte ou un passeport américain que je rends. Maintenant, je rentre en France, j'ai un visa ou j'ai, comme je l'ai dit, une carte verte, mais je demande à bénéficier de la convention fiscale. Vous avez là aussi, et on méconnaît souvent cette règle-là, mais quand on quitte les États-Unis, on doit faire ce qu'on appelle obtenir un selling permit. C'est remplir un formulaire, une 1040C, pour obtenir ce qu'on appelle un quitus fiscal auprès du fisc américain. Donc normalement, il faut prendre un rendez-vous avec très peu de gens le font dans la pratique, mais normalement, il faut prendre un rendez-vous avec l'inspecteur avec un agent du fisc américain, vous présenter avec vos papiers en montrant que en déclarant les preuves de vos revenus du 1er janvier à la date où vous souhaitez partir, vous allez devoir prouver au fisc américain que vous êtes acquitté d'impôt. S'il y a un impôt qui est redevable dans vos calculs, il faut arriver avec un chèque certifié. Et on va vous donner un quitus fiscal qui s'appelle un selling permit qui vous permet de partir officiellement des États-Unis. C'est bien parfois de l'avoir. Hein. Moi, je dis souvent, il y en a qui disent ouais, c'est contraignant, personne ne le fait. Moi, je trouve que c'est pas mal de l'avoir parce que surtout quand on rentre en France et qu'on veut montrer notamment en banque qu'on n'a plus le lien avec le fisc américain, c'est un document officiel du fisc américain. Parce que si on n'a pas ce document, il faut attendre l'année qui suit quand on a déposé sa déclaration fisc américain pour prouver aux banques en France qu'on n'est plus résident. Alors que là, c'est une vraie preuve en fait que vous n'êtes plus résident. Donc, moi, je trouve que c'est un papier qui peut être utile quand même au-delà du fait qu'il faut le faire dans le. Alors maintenant, quelle imposition? Pareil, donc j'ai les critères de résidence fiscale, résident par résident, américain. Comment je suis taxé? Je vous ai évoqué tout à l'heure, je suis résident fiscal américain, soit par le biais de mon passeport ou ma carte verte, soit par le biais de ma présence physique, imposé sur les revenus mondiaux. Je ne suis pas résident fiscal américain. Là, je vais être imposé uniquement sur certaines typologies de revenus, comme les revenus fonciers américains, donc les revenus immobiliers. Si je vends demain un bien immobilier qui est situé sur le territoire américain, je suis redevable toujours d'un impôt, même si je suis non résident. Sur des salaires américains, dès lors que je réalise des prestations de services sur le sol américain pour toucher ces salaires, ou alors sur des dividendes. Hein, quand je suis non résident fiscal américain, je perçois des dividendes d'une société américaine, je vais payer aux États-Unis une retenue à source libératoire de 15% du côté américain. Maintenant, du côté français. Donc, je suis en France, résident fiscal français. Alors souvent, les gens disent, oui, mais en France, on n'impose pas les revenus mondiaux. Si, je suis en France, j'habite en France, je dois déclarer mes revenus mondiaux que je perçois, que ce soit des revenus américains ou des revenus français. Tous mes revenus doivent être déclarés en France. Après, on parlait des systèmes de crédit d'impôt pour éviter la double imposition. Mais tous les revenus mondiaux doivent être déclarés en France. Il y a certains régimes qui ont été mis en place depuis une dizaine d'années, qui est le régime d'impatriation, qui permet dans certains cas, quand on est muté en France pour des raisons professionnelles, de bénéficier d'un certain nombre d'avantages fiscaux. Mais
je suis résident fiscal français redevable de mes impôts sur mes revenus mondiaux. Deuxième cas de figure, aujourd'hui, Martin et Chantal habitent à Miami. Ils sont non résidents fiscaux français. Sur quoi ils vont être taxés en France? Pareil, même principe que j'évoquais tout à l'heure, de par la convention fiscale, ils vont être taxés sur des revenus fonciers français, immobiliers. Là, on va avoir un impôt minimum qui va être de 20% si mes revenus fonciers nets français sont inférieurs à 27 000 euros et 30% s'ils sont supérieurs à 27 000 euros. À cela, à ces 20% vont se rajouter les fameux prélèvements sociaux français, CSG, CRDS, qui sont de 17,2. Donc demain, je suis non résident fiscal français, je touche des revenus fonciers français, je vais payer un impôt minimum de 37,2%, voire jusqu'à 47,2% avec les prélèvements sociaux. Je peux éventuellement demander au fisc français de payer un impôt moins important, mais il faut que je sois capable de prouver que si j'étais résident fiscal français, je paierais un impôt inférieur. Donc ça sous-entend que vous devez me prouver, donner au fisc français vos revenus mondiaux avec une preuve. Donc en général, les gens n'aiment pas le faire, mais c'est une possibilité qu'on peut éventuellement faire. Deuxième catégorie de revenus, on va en parler après, c'est les plus-values immobilières. Quand je revends un bien immobilier, mais ça, je vais vous en parler après plus en détail, quelle est la fiscalité quand je revends un bien immobilier français. En revanche, sur tout ce qui est revenus et plus-values immobilières, donc on parle de quoi? On parle essentiellement de plus-value. Je revends des actions, par exemple. Je revends des actions de société française. L'article 13 de la Convention fiscale franco-américaine précise que la fiscalité est uniquement du ressort de la fiscalité américaine. Donc en France, je ne serai pas taxé si je revends des actions d'une société française. Sur les plus-values, je n'aurai pas d'impôt en France. J'aurai un impôt uniquement aux États-Unis. Et sur les dividendes, il faut savoir que les dividendes en France, quand on est non résident, on a une retenue à la source de 12,8% sur les dividendes que l'on perçoit d'une société française. Sur quels revenus s'applique toujours la fiscalité française? On va parler des cas des retraites tout à l'heure et des assurances vie. N'oubliez pas que l'impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on appelle, anciennement c'était l'impôt sur la fortune, maintenant c'est l'IFI. Lorsque l'on est non résident fiscal français, on reste redevable de l'impôt sur la fortune immobilière, mais uniquement sur le patrimoine immobilier situé sur le territoire français. Hein, donc ça c'est, et sachant que c'est à partir de 1 300 000 euros que l'on est redevable de l'impôt sur la fortune immobilière en France. Les conventions fiscales, je vous évoquais tout à l'heure, on a des très très bonnes conventions. On a parlé tout à l'heure des successions en donation, qui est une très bonne convention. On a là, au cours de cette présentation-là, je vous parle essentiellement de la convention fiscale d'impôt sur revenu qui a été conclue entre la France et les États-Unis en 1994. On a un accord de sécurité sociale, on en parlera tout à l'heure au moment de l'atelier sur les retraites, qui est un très très bon accord également et qui régit notamment les systèmes de soumission aux charges sociales quand on est détaché ou expatrié, mais également des systèmes d'accumulation de points de retraite. Et enfin, on a l'accord FATCA, dont on a beaucoup entendu parler, un accord FATCA qui date du 14 novembre 2013, et je vais vous en parler après, qui a été signé avec la France et qui a changé beaucoup de choses et qui est devenu assez compliqué lorsqu'on est résident fiscal américain. Donc, comment ça marche la convention fiscale franco-américaine? C'est essentiellement pour éviter les doubles impositions. Il va falloir distinguer plusieurs catégories de revenus. D'abord, suivant la situation fiscale où on est au moment où on perçoit ses revenus. Premier cas de figure, je suis résident fiscal français, donc imposé sur mes revenus mondiaux en France, non résident fiscal américain. Donc, sur tout ce qui est plus-value immobilière que je vais percevoir, ou intérêt ou dividende de source américaine, je vais être imposé en France. D'accord? Et l'impôt que j'aurais payé aux États-Unis, parce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, sur les dividendes, je paye une retenue à source de 15%. Sur les plus-values immobilières, je dois payer un impôt sur les plus-values aux États-Unis. Je vais déduire de l'impôt français l'impôt que j'ai payé aux États-Unis. C'est assez simple, c'est assez clair, c'est transparent. Là où ça se complique, c'est que quand je perçois des salaires d'une société américaine ou des revenus locatifs, des revenus immobiliers, toujours je dois les déclarer en France, imposé sur mes revenus mondiaux, je suis imposé en France sur ces revenus également, mais le crédit d'impôt, là, il va diverger par rapport à ce que je vous évoquais tout à l'heure. Grâce à la convention fiscale, le crédit d'impôt qu'on va vous donner, ce n'est pas l'impôt que vous avez payé aux États-Unis, c'est l'impôt théorique français. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous déclarez vos revenus immobiliers américains en France, vos revenus immobiliers américains. Alors, il faut les retraiter selon les normes françaises, c'est-à-dire que aux États-Unis, on amortit, en France, si c'est du résidentiel, on n'amortit pas. Et votre taux moyen d'impôt, par exemple, ressort à être 30% au niveau du revenu, plus 17,2% de CSG CRDS. Alors qu'aux États-Unis, vous avez payé finalement que 10%, parce que grâce à l'amortissement, vous êtes très peu taxable. Le fisc français va vous dire, grâce à la convention fiscale, le crédit d'impôt que je vais vous donner, c'est 30 plus 17,2, donc 47,2. Donc, j'ai neutralisé totalement l'impôt français.
même si vous avez payé moins d'impôts aux États-Unis. Ça, c'est un avantage réel qu'on a grâce à la convention fiscale lorsqu'on perçoit des revenus fonciers situés sur le territoire américain. Parfois, c'est même, ça pourrait paraître aberrant, mais fiscalement parlant, ça vous encourage à investir aux États-Unis en étant résident fiscal français plutôt que d'investir dans votre pays, entre guillemets, puisqu'en fait, on a un vrai avantage fiscal, parce que notamment aux États-Unis, grâce au système d'amortissement, on paie très peu d'impôts. Et en France, grâce à la convention fiscale, je vais neutraliser mon impôt. Donc ça, c'est quand même un avantage assez intéressant. Maintenant, si je suis résident fiscal américain, c'est très simple, très limpide. Le crédit d'impôt qu'on va me donner, c'est l'impôt que j'ai payé en France. Donc aux États-Unis, j'ai payé un impôt en France qui est de 25%. Aux États-Unis, je suis à 35%. On va me demander de payer le différentiel d'impôt qui est de 10%. Bien évidemment, c'est toujours capé au montant de l'impôt américain. En revanche, attention à la particularité, on peut être résident fiscal français, mais être également citoyen américain. Et comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le principe de saving clause où je suis taxable et je suis toujours résident fiscal américain. Donc là, la France va me donner des crédits d'impôt, mais qui vont totalement neutraliser le poids de l'impôt français parce que j'ai un passeport américain. Les retraites, on va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas rester dessus, mais sachez que les retraites, il y a l'article 18 de la Convention fiscale qui régit les retraites, qui permettent de dire que les produits de retraite sont taxables uniquement dans le lieu de cotisation. Donc, si je suis aux États-Unis, je suis en Floride, les retraites que je vais percevoir en France sont taxables uniquement, exclusivement en France et je n'aurai même pas à les intégrer dans mes autres revenus aux États-Unis. C'est un avantage fiscal réel, mais je m'y attarderai tout à l'heure. Ce sera, on va en parler plus en détail à la session de 5 heures sur les retraites. L'assurance vie, attention. Là, c'est une source d'erreur colossale quand on arrive depuis la France. Quand on arrive ici, on dit souvent assurance vie et on va voir la personne qui fait sa déclaration fiscale, son expert comptable, son avocat ou son enroll agent et on dit j'ai une assurance vie. On va vous dire, c'est un américain en face, dire what is that et vous dit tiens, je vais traduire life insurance. Mais une assurance vie française, c'est pas du tout la même typologie, le même produit que ce qu'on appelle une life insurance aux États-Unis. Déjà, la prime des décès est différente et en tant que telle, le fisc français ne reconnaît pas l'assurance vie française comme une life insurance américaine. C'est pas du tout réglementé de la même façon. Et donc, elle considère l'assurance vie française comme un produit purement de placement. Donc, comme si vous aviez un portefeuille d'actions. Donc, il va falloir déjà, déclarer les revenus chaque année de ces assurances-vie, même si elles sont générées d'impôts en France. N'oubliez pas, je suis redevable de mes impôts aux États-Unis sur mes revenus mondiaux. Même si l'assurance vie en France n'est taxable que sur les prélèvements sociaux, je serai redevable de mes impôts aux États-Unis. Et quand bien même les prélèvements sociaux en tant que non-résident fiscal français, je ne dois plus les payer de toute façon. Mais il faut penser à le faire. Parce que souvent, les gens disent non, mais je ne paie pas d'impôts et l'assurance vie, elle reste dans mon assurance vie. Non. Dans un fonds euro, je touche des intérêts. Ils sont crédités sur votre compte, ils sont acquis, ils sont réinvestis. De la même façon, quand j'ai des supports en euros, le jour où je les revends, quand je les revends, ça bouge, je dois être taxé, pareil aux États-Unis. Alors malheureusement, sur les supports euros, c'est plus compliqué parce qu'on rentre dans la définition de ce qu'on appelle le PIFIC aux États-Unis, qui taxe en fait toutes les opérations réalisées dans des fonds. Ça peut être des unités de compte, mais également des SICAV, par exemple françaises, et qui nous taxe en fait au taux marginal d'imposition qui existe aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le taux maximum aux États-Unis, c'est 37%. Si demain, vous vendez des produits, des unités de compte, des SICAV, qui vont entrer dans la définition de PIFIC, vous allez payer un impôt assez conséquent aux États-Unis, même si votre tranche d'imposition est par exemple de 15%, on vous fera payer sur 37%. Donc attention à ces placements-là. Autre chose, vous avez des obligations déclaratives. Vous avez une assurance vie, c'est un actif financier, il faut le déclarer sur votre formulaire FBAR, déclaration des comptes en banque à l'étranger, et sur le formulaire FATCA et parfois sur le formulaire PIFIC. Attention, si vous ne faites pas le FBAR, potentiellement, la pénalité, c'est 50% du montant que vous avez omis de déclarer. Je ne parle pas 50% de pénalité des revenus, je parle des actifs. J'ai une assurance vie de 100 000, je me mets en porte-à-faux de payer 50 000 alors que c'est que de la déclaration parce que j'ai oublié de déclarer. Donc, je peux me retrouver dans une situation où je vais devoir payer une pénalité colossale parce que j'ai oublié de déclarer ces assurances vie. Attention, quid pareil des plans d'épargne d'entreprise. Faites attention, on en parle après également. Assurance vie américaine, ça, on en parlera plus en détail un peu plus tard, mais les assurances vie américaines également, il faudra faire attention si demain vous rentrez en France des assurances vie américaines, regardez comment je peux positionner mon assurance vie américaine par rapport à la fiscalité française. Là, le fisc français est un peu plus, un peu plus souple et donne souvent le bénéfice d'avantages fiscaux à une assurance vie américaine lorsqu'il est redevenu résident fiscal français. Donc, et également le plan d'épargne d'entreprise. Je vous l'évoque, le plan d'épargne d'entreprise, c'est des plans d'épargne d'entreprise, ce sont des actifs financiers. Il faut bien penser à les déclarer également
à la fois les revenus que vous percevez que ces plans d'épargne d'entreprise, mais également sur vos déclarations des formulaires de compte en banque à l'étranger, FATCA, FBAR. Immobilier maintenant. Martin et Chantal, ils vendent leurs biens immobiliers. Ils disent, ben voilà, moi, je vends ma maison qui est située en France. Je ne vais pas vous parler de vente de biens immobiliers aux États-Unis parce que c'est pas forcément, enfin, on en parlera peut-être après, mais c'est surtout, je vends mon bien immobilier en France. Qu'est-ce qui se passe? Je suis résident fiscal américain. Je suis non résident fiscal français. Donc, si c'est la résidence principale en France, quand c'est la résidence principale, on ne paie pas d'impôt en France. Sauf que, comme je suis plus résident fiscal, c'est plus ma résidence principale. Alors, l'avantage, c'est que la France, depuis 2018, a donné la possibilité à une personne qui avait déménagé dans un pays étranger, lui donne la possibilité jusqu'au 31 décembre qui suit, l'année de départ qui suit, donne la possibilité de revendre son bien immobilier qui était sa résidence principale et d'être exonéré d'impôt sur cette plus-value. Ça, c'est un avantage fiscal que l'on a depuis 2018, mais avant, si vous faisiez contrôler, vous risquiez de vous faire taxer en fait sur l'intégralité de cette plus-value. Deuxième cas de figure, résidence secondaire qui a été mise en location. Alors, première chose, il faut, là on parle toujours au niveau de la France, en France, on est assujetti à l'impôt sur le revenu aux prélèvements sociaux sur les plus-values immobilières. Donc, j'ai calculé ma plus-value immobilière après abattement, et cette plus-value immobilière est assujettie à un impôt de 19% au niveau de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de CSG-CRDS, ce qui nous fait un taux global de 36,2% sur la plus-value immobilière, auquel je rajoute, si je fais une plus-value supérieure à 50 000 euros, à 2%, par échelonnement de tous les 50 000 euros jusqu'à 6% d'une taxe supplémentaire. Donc, demain, je vends un bien immobilier qui fait 200 000 euros, taxable, après application d'abattement, je vais me retrouver à payer 36,2 plus 6% d'impôt sur la plus-value immobilière française. Donc, attention à ça aussi, c'est important. C'est le notaire en France, de toute façon, qui va vous prélever l'argent parce que vous êtes non résident fiscaux. Donc, important de le savoir. Également, abattement en France. Un des avantages fiscaux qu'on a en France, par rapport aux États-Unis, entre guillemets, c'est quand on veut encourager les gens à garder les biens immobiliers d'une longue durée, on donne des abattements. Donc, en termes d'impôt sur le revenu, au bout de 22 ans, alors, au-delà de la 5e année de détention, on vous donne un abattement qui va de 4 à 6% par année de détention, ce qui fait qu'au bout de 22 ans, on est totalement exonéré d'impôt sur le revenu aux États-Unis, en France, sur le bien immobilier qu'on revend au niveau de l'impôt sur le revenu. Et pour les prélèvements sociaux, les fameux 17,2%, l'abattement, c'est au bout de 30 ans. Donc, c'est 1,65% d'abattement par an au-delà de la 5e année. Et puis, ça s'accélère au fur et à mesure du temps. Et au bout de 30 ans, on est totalement exonéré d'impôts sur les prélèvements sociaux. Donc, on peut se retrouver dans une situation, au bout de 23 ans, on vend le bien immobilier, mais on paye toujours un peu de CSG-CRDS parce qu'on n'a pas dépassé les abattements. Autre chose à connaître, c'est quand on vend sa première résidence en France, depuis qu'on a déménagé, sa première résidence, et qu'on la revend dans un délai, maintenant ça va être augmenté à 10 ans, dans un délai de 10 ans, même si elle est louée, vous avez une exonération à hauteur de 150 000 euros sur la plus-value. C'est aussi intéressant. Et là, pareil, très peu de gens, souvent, ne le connaissent pas, cette règle-là. Et malheureusement, on leur fait payer de l'impôt en France parfois, alors qu'ils ne devraient pas en payer, parce qu'ils ont cet abattement de 150 000 euros. C'est la première vente qu'ils font d'un bien immobilier qui est situé en France. Et même s'il est loué depuis, vous avez cette exonération-là qui s'applique, en fait. Il faut juste avoir été résident fiscal pendant au moins 2 ans du côté français pour bénéficier de cet abattement-là. Maintenant, j'ai calculé l'impôt en France. Je suis résident fiscal américain, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais devoir redéclarer mes plus-values aux États-Unis. Attention, je suis taxé sur mes revenus mondiaux. Et ce qui rend la chose la plus difficile, c'est que je dois déclarer cette plus-value selon les règles américaines. Donc, première chose, je ne peux pas déduire des abattements auxquels j'ai eu le droit en France. Donc, on va prendre purement et simplement le prix de vente que j'ai eu, moins les frais, moins le prix d'achat auquel j'ai acheté, moins éventuellement les frais d'amélioration que j'ai effectués, les travaux. Et ça fait sa plus-value. Sauf que ce qui rend les choses plus difficiles, c'est dans une monnaie de change qui est différente. Et je ne vais pas prendre les mêmes taux de change. Je vais prendre le prix d'acquisition du bien converti au taux de change à la date où j'ai acheté le bien, comparé au prix de vente au taux de change à la date où j'ai vendu. Donc aujourd'hui, dans un contexte de taux de change qui est assez aléatoire et avec un euro aujourd'hui qui n'a pas été aussi bas depuis 30 ans, vous pouvez vous retrouver dans une situation où finalement, quand vous allez revendre votre bien en France et peut-être même un bien qui peut être quasiment presque exonéré d'impôt en France grâce aux abattements, vous pourriez vous dire « Ah mince, j'ai peur parce que je vais devoir payer un impôt complémentaire aux États-Unis. » Peut-être qu'en fait, avec les taux de change, vous allez vous retrouver avec une plus-value qui sera plus petite en dollars et vous paierez moins d'impôts. Mais à l'inverse, on peut aussi se retrouver avec une plus-value plus grande. Mais dans le contexte actuel, c'est plutôt dans le sens inverse. Attention également comment vous avez hérité de cette maison parce que quand on hérite dans une succession, les règles ne sont pas les mêmes entre la France et les États-Unis.
vous avez hérité d'un bien immobilier français au travers d'une succession, la règle est la même qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que quand je revends ce bien, pour calculer la plus-value, le prix d'acquisition, c'est le prix, la valeur du bien au moment où j'en ai hérité. En revanche, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est la même règle. En revanche, quand on a hérité au travers d'une donation, la règle diverge. La règle française est la même que les successions. C'est mon prix d'acquisition, c'est le prix du bien, le prix de marché du bien, la valeur de marché du bien au moment de la donation. En règle américaine, malheureusement, le prix d'acquisition, c'est le prix d'acquisition de la personne qui vous l'a donné. Donc, demain, vous voulez revendre un bien que vous avez hérité au travers d'une donation, faites très attention parce que vous allez vous dire, oh, j'ai une plus-value de temps. Et en fait, vous avez oublié que vous avez hérité par donation. Et donc, du coup, aux États-Unis, il faut recalculer la plus-value totalement historique. C'est-à-dire du prix auquel, par exemple, votre père l'a acheté. Alors qu'en droit français, ce sera le prix au moment où vous l'a donné, transmis, enfin la valeur du marché. Donc là, on peut se retrouver avec une fiscalité un peu catastrophique. Attention à cela. Autre chose, bien évidemment, hein, quand vous avez aux États-Unis, on est exonéré d'impôts, on a un abattement, enfin pas exonéré d'impôts, on a un abattement jusqu'à $250 000 ou $500 000 si on est marié quand on vend sa résidence principale, dès lors qu'elle a été sa résidence principale pendant 2 ans pour des dernières années. Donc, si j'ai déménagé depuis la France et que je vends dans les 2 ans de mon expatriation, je conserve le bénéfice de cet abattement. Donc, bien faire attention à cela. N'oubliez pas, donc quand moi je vais déclarer ma plus-value ici, au niveau fédéral, nous sommes assujettis à un impôt sur les plus à long terme maximum de 23,8% aux États-Unis, sachant que je vais pouvoir déduire l'impôt français. Et dans l'impôt français, il inclut non seulement l'impôt sur le revenu, mais également les prélèvements sociaux. Depuis 2019, je peux déduire comme crédit d'impôt la CSG-CRDS que j'ai payée en France de ma plus-value. Donc ça, c'est assez intéressant. Attention, quand vous liquidez un bien immobilier, vous liquidez un prêt en France, et là, ça peut être fait partie des choses un petit peu aberrantes. On va considérer que vous liquidez votre prêt et que si vous avez réalisé une plus-value de change, c'est-à-dire que vous avez contracté un prêt quand vous avez acheté la maison et le taux de change à l'époque était de 1,5, qu'aujourd'hui, par rapport au dollar, qu'aujourd'hui le taux de change est à 1, on va vous dire, à l'époque, le prêt de 100 000 € était équivalent à 150 000 $. Aujourd'hui, le prêt que vous liquidez, vous remboursez, c'est à 100 000 $ équivalent de 100 000 € équivalent de 1 $, donc 100 000 $. Donc, vous avez réalisé plus de 50 000 $ pour le fisc américain. On vient me dire, oui, mais c'est insensé parce que c'est en euros. Ou peu importe, parce que en tant que résident fiscal américain, la devise de référence, c'est le dollar. Tout doit être attaché au dollar, converti au dollar, même si c'est des opérations en euros qui restent en euros. Donc, attention à cette petite subtilité qui est négative parce que c'est quelque chose de problématique. Je vais conclure avec la loi FATCA. Attention à la loi FATCA qui a été conclue entre la France et les États-Unis. C'est quoi la loi FATCA? Elle dit la chose suivante. Elle oblige aux banques financières du monde entier de déclarer de façon automatique, je dis bien automatique parce qu'avant c'était sur demande, là c'est automatique, un certain nombre de données dès lors qu'un résident fiscal américain détient des comptes en banque à l'étranger. Donc chaque année, la banque va devoir envoyer de façon automatique un certain nombre de données dès lors que ces comptes dépassent 50 000 $ à l'étranger. Donc ne pensez pas que si demain vous dites je ne vais pas déclarer mon assurance vie ou mes comptes en banque, même si certains livrets en sont exonérés de transfert automatique, ne pensez pas que c'est pas vu, pas pris. Les informations sont reçues par le fisc américain, qui a eu beaucoup de retard, mais qui est en train de le rattraper. Donc, faites très attention. Souvent, on a tendance à se dire, oh, c'est pas grave, c'est pas grave, je déclare pas, ils ne le seront jamais. Si. La FATCA, c'est l'obligation des banques d'envoyer de façon automatique. Il y a une cellule qui existe à Bercy, qui rassemble toutes les informations chaque année et qui l'envoie automatiquement au fisc américain. Il y a 113 pays qui ont signé cet accord, dont la France. Donc, il faut faire très attention. Il y a un principe de réciprocité, mais en fait, qui n'existe pas. C'est ce qui fait beaucoup de greniers européens aujourd'hui qui demandent de remettre en cause la FATCA. Mais c'est-à-dire qu'en fait, l'obligation, elle fonctionne que dans un sens à l'heure actuelle, alors que la convention fiscale demandait à ce que les banques américaines fassent de même vis-à-vis du fisc européen. Certains livrets en sont exonérés, mais attention, c'est une obligation bancaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, oui, mais dans la FATCA, il n'y a pas besoin de déclarer les livrets. Non. Ce sont les banques qui n'ont pas l'obligation de déclarer un certain nombre de livrets, mais nous, on doit quand même déclarer ces comptes en banque sur notre déclaration américaine. On n'est pas exonéré de cette chose-là. Donc, il y a 2 formulaires qu'il faut bien connaître aux États-Unis, deux grosses. Le formulaire de la FATCA, c'est à 8938 que je dois faire dès lors que j'ai des actifs financiers qui sont supérieurs à 100 000 $ pour un couple marié. 50 000 $ pour un célibataire. Attention, par actif financier, ça va être les comptes en banque que vous avez en France, mais les prêts que vous pouvez effectuer à des membres de votre famille, à des amis, les plans d'épargne d'entreprise, les assurances vie, les participations dans des sociétés familiales, les plans de retraite. Donc, on peut l'atteindre assez rapidement. Donc, il faut faire ce formulaire-là.
parce que si vous ne le faites pas, il y a des pénalités qui sont assez conséquentes. Mais surtout, c'est le formulaire FBAR qui est le plus important aux États-Unis. Le formulaire FBAR, c'est il faut déclarer l'intégralité de vos comptes en banque dès lors que la somme des balances maximales de vos comptes en banque dépasse $10 000. Et j'insiste bien sur balance maximale parce que je peux avoir 2 comptes en banque avec $6 000 dans chacun des comptes. Donc, je pourrais me dire, bah non, je suis en dessous des 10 000. Mais si à un moment donné dans l'année, je fais un transfert de compte à compte, je peux me retrouver dans une situation où ça fait 6 000 plus 6 000. C'est-à-dire qu'au début d'année, j'avais un compte qui était ouvert qui faisait 6 000. En fin d'année, ce compte, il vaut 0. J'en ai un deuxième qui a été ouvert qui vaut 6 000 en fin d'année, mais qui était en début d'année 0. Bah, si je fais la somme de balance maximale, ça fait 6 000 plus 6 000, ça me fait 12 000. Et je suis au-dessus des 10 000. Donc, attention à ça. Donc, il faut bien déclarer ses comptes en banque. Dans les comptes en banque, on a les plans d'action, tout ce qui est chez les organismes financiers, les assurances vie et autres. Et comme j'évoquais tout à l'heure, la pénalité peut aller jusqu'à 50% de la balance par année. Attention à cela, parce que vous allez me dire, oui, mais c'est quoi intentionnel ou intentionnel? Aux États-Unis, le je sais pas n'est pas considéré comme non intentionnel. Donc le critère, en fait, de 50% de balance s'applique très, très vite et très rapidement, sachant qu'également, quand on le fait de façon volontaire, il y a des pénalités criminelles. On l'a vu beaucoup au cours des dernières années, beaucoup de gens qui se sont fait épingler pour ces raisons-là. Autre formulaire à connaître, le 35-20, j'en évoquais tout à l'heure, c'est lorsque je perçois une donation d'un conjoint. Je dois déclarer, pas d'un conjoint, excusez-moi, quand je perçois une donation, une succession d'un non-résident fiscal américain, cette donation dépasse $100 000, je dois la déclarer sur le formulaire 35-20. J'ai pas d'impôt à payer, mais je dois le déclarer. Mais si je le fais pas, là, pareil, 25% de pénalité. Donc, vous allez me dire, mais c'est pas logique. Oui, mais il faut être le plus transparent possible aux États-Unis et on n'aura pas de problème. Pareil, c'est des participations dans les sociétés familiales, notamment. Et donc, il y a des formulaires à effectuer également. Il faut reproduire les déclarations des états financiers de ces sociétés familiales dans des formulaires particuliers aux États-Unis, qui sont le 5471 quand c'est des CRL, par exemple, ou des SA plutôt, et des 8065 pour des sociétés comme des SCI. 8621, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que lorsque j'ai des SICA, des fonds communs de placement ou des assurances vie avec des unités de compte, je dois faire cette déclaration également. Attention, sur ce formulaire-là, il y a une particularité, c'est que si j'oublie de faire ce formulaire-là, le fisc américain me dit j'ai pas de pénalité, mais en revanche, je n'ai plus de prescription fiscale sur l'intégralité de ma déclaration. Donc, à vie, le fisc américain, à tout moment, pourra revenir sur n'importe quel élément de revenu s'il me manque ce formulaire-là. Donc, vous allez me dire comment déclarer? J'ai oublié de déclarer les comptes en banque, j'ai oublié de déclarer les assurances vie. Il y a des procédures qui existent. Il y en a 3 en fait. Enfin, non, il n'y en a pas 3. Il y en a vraiment plus qu'une, parce que la deuxième et la troisième, c'est pas vraiment des procédures. La première, qui est la plus populaire, qui est le streamline. L'avantage, c'est qu'on n'a pas nécessité de recourir à un avocat, même si c'est bien de le faire de temps en temps quand même, notamment pour la rédaction d'explications pourquoi vous avez omis de faire ces déclarations-là. On va vous demander de rectifier les 3 dernières années de déclaration sur revenus et les 6 dernières années de FBAR, de compte en banque. On ne vous donnera pas de pénalité sur les revenus que vous avez omis de déclarer. En revanche, on va quand même vous donner une pénalité de 5% sur le montant des actifs que vous avez omis de déclarer. Alors, vous allez me dire, ça peut faire beaucoup d'argent. Sur 100 000, c'est 5 000. Oui, mais si vous ne le faites pas et que vous faites un jour contrôler, ça peut aller jusqu'à l'intégralité, c'est jusqu'à $100 000. Donc, à choisir, il vaut mieux dormir tranquille et payer ces 5% de pénalité, sachant que cette pénalité est réduite à 0 pour les gens qui n'habitent pas aux États-Unis, les résidents, les citoyens américains, par exemple, et qui passent moins de 330 jours par an sur le territoire américain. Ils peuvent avoir recours à la même procédure, mais ils ne paieront pas 5% de pénalité, ils paieront 0. Donc ça, c'est cette procédure-là qui est très connue. La deuxième, c'est le dîner de procédure, c'est de rentrer dans une procédure, mais différentes auprès du fisc américain. Problématique, c'est cette procédure, à part sur le FBAR, elle n'existe plus pour les autres formulaires. Donc, en fait, aujourd'hui, elle est presque inexistante. On peut encore le faire, mais l'administration fiscale américaine ne vous protège plus sur l'absence de pénalité en cas de bonne foi. Donc, faites attention à cela. Dernière procédure, c'est ce qu'on appelle la déclaration silencieuse. Alors, ces fameux pas vu, pas pris, c'est-à-dire que je sors du chapeau mon compte en banque, c'est pas grave, je le dis pas dans les années d'avant, c'est les années d'avant. Soit je me régularise tout seul dans mon coin, je fais mes 6 dernières années de déclaration, pas dans un programme, je les envoie d'un coup comme ça à l'IRS, ou alors je déclare mes comptes en banque maintenant, dans le futur, et c'est tant pis. Comme j'ai dit tout à l'heure, 2 choses, attention, si vous faites ça, vous n'aurez plus de bonne foi. Si vous faites contrôler, vous ne pouvez pas dire « Ah ben non, mais je vais faire le streamline ». Non, vous dire « Ah non, c'est trop tard ». Vous auriez dû rentrer dans un programme. Et l'autre chose, c'est comme j'évoquais tout à l'heure, même si vous fermez un compte en banque en France, ça n'efface pas l'historique. La banque française a toujours l'obligation, si vous dépassez les seuils, notamment de $50 000, d'envoyer les informations au fisc américain.
et les informations des 6 dernières années. Hein. Donc, c'est pas un compte en banque fermé, il ne va pas effacer le passé. Donc là aussi, faites très attention. C'est toujours mieux, surtout en ce moment, de rentrer dans des procédures. Croyez-moi, les échanges d'informations sont beaucoup plus fluides déjà qu'avant. L'âge ne fait pas foi non plus. C'est-à-dire que je vous ai donné un exemple là, dans ce cas-là où même les personnes âgées qui se sont fait épingler, on leur a pas fait de cadeau. Alors qu'on pourrait souvent dire, le fisc peut être peu épargné, non, on leur a pas fait de cadeau. Et cette absence de déclaration à l'étranger, hein, on le dit souvent, je le dis souvent dans mes conférences d'ailleurs, hein, le fameux Al Capone, on l'a pas pincé pour les crimes physiques qu'il a fait, on l'a pincé pour l'argent qu'il avait caché à l'étranger, et c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis en prison pendant des années. On a eu le cas ces dernières années avec des gens qui étaient liés à des hommes politiques ou dans des campagnes, et en fait, on a réussi à les faire tomber en s'apercevant qu'ils avaient oublié de faire des déclarations à l'étranger. Enfin, c'est vraiment des choses où il faut faire très prudent, et c'est dommage parce que c'est de l'information qu'on donne aux fiscs américains, et dans la plupart des cas, c'est pas parce qu'on veut le cacher, c'est qu'on se dit, bah non, pas besoin de le faire, il faut le faire. Il faut être le plus transparent possible, et très honnêtement, on n'aura pas de problème. Alors c'est vrai que ça peut paraître très lourd, ce qu'on appelle la compliance aux États-Unis, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Hein. Donc j'ai fini par la présentation. On va faire les questions-réponses. Ouais, j'ai fait 50 minutes. Moi, j'ai fait 5 minutes de plus. On va faire les questions-réponses, et je vais juste enlever peut-être le slide pour revenir. Je vous ai mis. Merci. Merci Olivier pour cette présentation. Alors, du coup, on a en effet quelques questions. Première question, quelle imposition pour une plus-value sur un bien immobilier US dans une LLC? Alors, si la LLC est transparente fiscalement, vous allez avoir le bénéfice des régimes des plus et moins values immobilières. Donc, une plus-value immobilière est taxée aux États-Unis. Une LLC qui revend un bien immobilier, c'est un peu comme une SCI en France. Transparente fiscalement, ça veut dire que la plus-value qui est générée par cette LLC va être calculée sur une déclaration fiscale, et en fonction de votre pourcentage de participation, comme dans une SCI, la quote-part de la plus-value va remonter dans votre déclaration personnelle américaine. Donc, si vous êtes non-résident fiscal américain, vous serez assujetti à l'impôt sur le revenu des plus-values immobilières américaines qui vont de 15% minimum si ça fait plus d'1 an que vous avez le bien immobilier, jusqu'à 23,8% maximum. C'est la même règle d'ailleurs quand on est résident fiscal américain d'ailleurs, hein, c'est 15 à 23,8% également, sachant que vous devrez calculer en fait la plus-value bien évidemment, mais ça c'est la LLC qui la calculera pour vous. Vous aurez ce qu'on appelle un K1, et ce K1 vous permettra de faire votre déclaration et de payer vos impôts aux États-Unis. Parfait, merci Olivier. Alors, autre question qui vient de la session sur les successions. Pour une propriété immobilière en France qui va être vendue, quelle date d'acquisition est à déclarer à l'IRS lorsqu'on avait reçu la nue propriété par donation il y a plusieurs décennies et l'on vient de devenir plein propriétaire suite au décès d'un parent? La date de donation ou celle du décès? Alors ça, c'est une bonne question. Comme j'évoquais tout à l'heure dans la conférence d'avant, le démembrement n'est pas reconnu en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, on a un petit peu un flou fiscal là-dessus, mais qui permet la chose suivante. C'est-à-dire qu'on va considérer que vous avez bénéficié, au moment où vos parents vous ont fait la donation d'un nue propriété, vous avez bénéficié de ce qu'on appelle un gift of future interest, qui veut dire que je dois déclarer dans une déclaration de succession, donc le fameux formulaire 3520, la quote-part de la nue propriété. En revanche, le jour du décès de mes parents, quand je deviens propriétaire de l'intégralité du bien immobilier, donc l'usufruit et une propriété se rassemblent, je vais devoir à ce moment-là considérer auprès du fisc américain que je perçois cette succession totale à ce moment-là. Donc, il faut que je demande au notaire de me faire, une évaluation du bien immobilier, 2, que je déclare ce bien immobilier en tant que succession totale sur mon 3520 aux États-Unis, et 3, ça sera ma base de mon coût d'acquisition lorsque je vais revendre mon bien immobilier. Ça me permettra en fait d'optimiser, entre guillemets, je dirais, la plus-value, puisque au lieu d'être taxé sur l'intégralité de la valeur depuis l'héritage, en fait, je serai taxé uniquement depuis le décès des parents. Mais il faut bien respecter ce process-là, parce que comme il y a un flou qui existe, il faut bien être capable de montrer à l'administration américaine que vous devenez vraiment propriétaire au moment où la pleine propriété vous revient, ce qui est le cas d'ailleurs parce que vous êtes enregistré à ce moment-là dans les livres immobiliers en France en étant le propriétaire. Donc, mais le problème, c'est que ce n'est pas acté dans une déclaration de succession en France, donc il faut demander, et souvent c'est qu'on essaie de faire auprès d'un notaire, un courrier qui dit que je confirme que le bien immobilier qui vaut tant,
devient la pleine propriété à compter de ce jour de cette personne. Mais mais il faut le faire par ces étapes-là, sinon c'est compliqué parce que si vous n'avez pas déclaré ça dans la 35-20, alors là, ça sera un peu plus délicat. Très bien, merci Olivier. Et du coup, même question, si j'ai acquis la nue propriété d'un bien, qu'est-ce qui se passe au moment où je revends le bien en pleine propriété? Alors, alors, si vous revendez le bien, alors tout dépend des deux cas de figure, hein, si vous êtes nue propriétaire encore ou vous êtes pleinement propriétaire. Si vous avez acheté en nue propriété et que vous avez hérité de vos parents, c'est l'étape que j'ai évoquée tout à l'heure. Si en revanche, vous avez acheté la nue propriété et que vous revendez que la nue propriété parce que vos parents sont encore là, auquel cas, là, on fera déclarer l'intégralité de la plus-value en regardant la plus-value totale depuis l'acquisition de vos parents. Donc là, je devrais calculer l'intégralité de la plus-value. Donc, si je dis une bêtise, la plus-value immobilière de vos parents entre le coût d'acquisition et la date de vente est de 200 000 €. À hauteur de la quote-part du pourcentage de la vente qui vous reviendra, cette plus-value sera taxable aux États-Unis. Ça, c'est sur cette partie-là. Maintenant, si ces derniers cas de figure, c'est juste de la nue propriété que vous avez achetée avec un usufruit temporaire, là, ce sera un peu plus délicat parce que là aussi, il n'y a pas de reconnaissance en tant que telle. Donc, soit on prend la position de le déclarer comme une donation au moment où la pleine propriété, l'usufruit s'éteint en réalité. Donc, il faut le déclarer en tant que tel comme une donation perçue d'un non-résident, ce qui est valable, qui peut être valable en fiscalité américaine. Ou alors, si vous faites pas ces formulaires-là, vous serez taxable sur l'intégralité de la plus-value. C'est-à-dire que je vais prendre le montant d'achat que j'ai effectué à nue propriété, converti au taux de change à la date de la nue propriété, puisque c'est la date où j'ai acheté le bien en nue propriété, converti au prix de vente total, au taux de change de la date de vente. D'accord. C'est pas si facile que ça, ce type de question. Merci Olivier. Alors, est-ce qu'il y a un envoi automatique dès que j'ai 50 000 $ sur mes comptes en France? Oui, alors la chose, c'est dès lors, et ça c'est la loi FATCA que vous pouvez lire, les banques ont l'obligation de déclarer dès lors que vous dépassez 50 000 $ chez eux de compte en banque, et c'est une obligation automatique. Alors il y a une obligation, qu'est-ce qu'ils envoient comme données bancaires? Ils vont envoyer la balance au 31 décembre de ce compte et les revenus qui ont été acquis et touchés. Donc au cours de l'année. Donc c'est ce qui va être envoyé. Si en revanche vous dépassez 1 million de $ sur ces comptes-là, la banque a l'obligation d'envoyer l'intégralité des transactions qui ont été passées au cours de l'année. C'est-à-dire que le compte en banque dépasse 1 million de $, c'est l'intégralité des transactions chaque année qui sera envoyée au fisc américain. Mais sinon, à défaut, si c'est entre 50 000 et 1 million de $, on va envoyer la position au 31 décembre du compte en banque et les revenus qui ont été générés par ce compte en banque au fisc américain, donc via la cellule à Bercy. Parfait. Alors, autre question, est-ce que l'on doit déclarer les comptes épargne des enfants? Oui, alors si les enfants, il y a deux choses déjà. Déjà, si les enfants sont mineurs, que vous avez une autorité par défaut sur ces comptes, puisque quand ils sont mineurs, il y a automatiquement un des parents qui a l'autorité sur les comptes. Il va falloir déclarer sur le FBAR des parents, parce qu'en fait, en tant que signataire, et ayant une signature en autorité, parce qu'il ne faut pas oublier que le FBAR, comme vous l'avez vu dans le slide tout à l'heure, le FBAR, c'est non seulement les comptes que je détiens, mais soit directement, soit via une société, soit des signatures que j'ai sur les comptes, ou une autorité. Donc, les comptes des enfants en font partie, donc c'est la première chose. Et si en plus de cela, vos enfants, ces comptes dépassent 10 000 $, il faut qu'ils fassent le FBAR juste pour eux. Même s'ils ne déposent pas de déclaration fiscale, parce que le FBAR, c'est à part de la déclaration fiscale personnelle, il faudra déposer une déclaration pour les enfants également. Ça c'est assez problématique souvent parce qu'on ne pense pas le faire. On pense à mettre le compte sur la déclaration des parents, mais en fait, il faut que les enfants eux-mêmes, même en tant que mineurs, déposent une déclaration pour déclarer leur compte en banque qu'ils ont à l'étranger si ça dépasse 10 000 $, encore une fois. Ok, merci. Alors, pour bénéficier des avantages de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, en ce qui concerne les dividendes sur les actions, certaines banques refusent de remplir les formulaires 5000 et 5001. Comment faire? Ouais, alors déjà, normalement, c'est plus un problème en théorie, puisqu'en fait, alors tout dépend de quelle situation, dans quel cas vous vous situez, mais si vous vous situez de la France vers les États-Unis, c'est-à-dire que vous êtes résident fiscal américain, vous percevez des dividendes d'une société française, le débat se pose plus aujourd'hui parce qu'il y a encore 4 ans même ou 3 ans, je sais plus, l'impôt sur la retenue à la source était fixé à l'époque à 30% ou 30%. Et la convention fiscale disait 15%. Donc là, c'était un challenge parce qu'il fallait effectivement à chaque fois prouver au fisc français que vous étiez résident fisco-américain. Donc, il fallait obtenir un certificat auprès du fisc américain. Maintenant, la loi interne a changé en France, c'est 12,8%.
Donc, en fait, le taux de retenue à source français est inférieur à la convention fiscale. Donc, il n'y a même pas besoin de prouver en théorie que vous êtes résident fiscal américain ou pas, vous êtes non-résident. Donc, il doit vous appliquer 12,8% quoi qu'il arrive, puisqu'en fait, c'est l'impôt sur revenu en réalité qui s'applique. Donc, c'est 12,8. Mais si vous avez quand même besoin d'un certificat, il faut obtenir le formulaire 6166. Donc, c'est un formulaire qui s'obtient auprès de l'IRS, en théorie. Alors, parfois, vous pouvez essayer de tenter d'envoyer à l'IRS les formulaires fiscaux français. Une fois sur deux, les renvois complétés. Faut envoyer le formulaire en anglais, bien sûr. Parfois, il renvoie que certificat. Donc, s'il renvoie que certificat, en général, ça devrait passer de toute façon même auprès de la banque française, puisque, encore une fois, j'insiste, c'est juste de prouver que vous êtes résident fiscal dans notre pays. Vous n'avez pas besoin de bénéficier de la convention, puisque dans ce cas-là, la convention ne s'applique plus, puisque le maximum, de toute façon, c'est 12,8% en France quand on est non-résident. Donc, on n'a pas besoin d'invoquer la convention, c'est juste de prouver que vous êtes résident fiscal. Donc, de le prouver, c'est obtenir le certificat et ça suffit, en fait. Alors, on va prendre une dernière question. Il y a d'autres questions, mais après, on va devoir malheureusement passer sur l'autre session. Adrien, si je peux me permettre, je suis en train de copier les questions. Je les mets justement dans le stand d'expo de USA France Financial. Je ne sais pas si Olivier voudrait rejoindre le stand juste 5 minutes peut-être après, si tu veux répondre à certaines questions. Ou sinon, on peut te les envoyer si tu veux répondre par écrit. Ok, mais j'irai 5 minutes. Après, moi, j'ai l'autre à 5 heures. Ça va, j'ai un peu de temps. Parfait. Bon, du coup, on peut peut-être faire ça et passer directement sur la prochaine conférence qui est sur l'investissement immobilier et financier, l'art du leverage et qui a commencé. D'accord. Donc, tu me poses des questions à Annabelle, c'est ça? Tu les copies-colles. Ok, d'accord. Merci, messieurs. À tout de suite. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation. Merci, Annabelle. À bientôt. Au revoir. Peace.